Maintenant, nous allons accueillir notre deuxième intervenant. En ce qui concerne notre deuxième intervenant, il a eu un parcours académique et scolaire très exemplaire et très honorable. Il a commencé par faire 2 années de prépa. Ensuite, il a intégré brillamment HEC Paris. Sauf que généralement, les lauréats de cette école intègrent le secteur de la finance ou le secteur bancaire, etc. Mais lui, il a choisi de lancer sa propre école, qui s'appelle l'École démocratique de Paris. Et la spécificité de cette école, c'est que les étudiants peuvent construire, en fonction de leur volonté personnelle, leur apprentissage. Donc je vous invite à accueillir et applaudir chaleureusement Monsieur Yazidi. Bonjour à tous. Alors, j'ai pas trop l'habitude de ces tribunes un peu formelles avec un micro, etc. Donc, par avance, je m'excuse si ma présentation ne correspond pas au calibre qui était prévu. Alors, donc, je m'appelle Yazid. J'ai été présenté de façon assez bonne hein, par la personne qui était là. Il a fait plus ou moins le tour. Est-ce qu'on peut voir la photo que j'ai envoyée C'est possible ? Parce qu'il y en a une seule en fait. Parce que en fait, je suis là pour une raison qui est extrêmement simple. C'est ce que je disais à Sarah tout à l'heure. Je suis là pour lever un malentendu. Parce qu'il paraît qu'on va à l'école pour apprendre. C'est un peu le cliché un peu que j'entends un peu partout. L'école, ça sert à former des citoyens, des gens qui sont éveillés à la chose publique, à la chose privée, des gens qui sont capables de s'émanciper, etc., etc. Et en fait, toute mon histoire et tout mon parcours sont ceux précisément de quelqu'un qui a fini par se poser la question de la légitimité de ce cliché. Et j'en suis arrivé donc à la conclusion que ce n'était pas forcément le cas. Comme c'était expliqué, effectivement, je fais partie, je pense comme beaucoup d'entre vous ici, des gens qui sont rentrés dans la compétition scolaire avec enthousiasme, certains convaincus que c'est en réussissant à l'école qu'on finit par avoir des vies épanouies, heureuses, etc., etc. C'est la rhétorique de la méritocratie hein, qu'on nous a beaucoup inculquée en France et au Maroc. Et donc voilà, j'ai passé les étapes sans trop me poser de questions. Donc j'ai fait des maths, j'ai fait de la physique, j'ai fait Pythagore, Thalès, j'ai fait les intégrales, etc. Je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça, mais en tout cas il y avait une raison, c'est que ça me permettait d'avoir des bonnes notes. Et après quand vous avez des bonnes notes, vous arrivez en seconde, et puis on vous dit, bah ça serait bien que vous alliez en S, le bac scientifique, et puis vous arrivez en première S, et puis vous continuez à faire des maths, et puis de la physique, et puis vous donnez du mal, et vous souffrez, et puis vous mangez mal, et vous êtes stressé. Et puis vous arrivez en terminale, puis on vous dit qu'il faut commencer à chercher quelque chose à faire après le bac. Parce que voilà, il faut passer son bac à la fin de la terminale. Et puis on prend vos bulletins. Je suis allé voir la conseillère de désorientation. Et donc elle m'a dit, voilà, donc vous avez des bonnes notes, etc. Donc ça serait bien que vous fassiez une prépa. Moi je ne savais pas ce que c'était une prépa. Donc je lui ai dit, bah pourquoi pas. En plus elle m'a dit que la prépa elle était dans mon lycée. Donc j'avais pas besoin de partir. C'était à Rabat, à Descartes, lycée Descartes. Et donc j'ai dit banco, on m'a dit voilà, vous pouvez faire de l'histoire, vous allez faire de la géographie, des maths, de la philo. Donc c'était plutôt dans mon domaine de compétences, ça m'a rassuré. Mais voilà, donc j'ai j'ai intégré ma prépa en 2007. Et en fait, c'est un cycle qui n'en finit jamais, parce que voilà, vous arrivez en prépa, et c'est pareil, vous continuez à vous donner du mal, à vous entraîner, à faire des sujets, etc. Voilà, c'est la grande course à l'échalote qui finit donc par un concours que vous passez au terme de vos 2 années de prépa. Enfin, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, parce qu'en médecine, c'est un peu la même chose, et puis c'est un peu partout pareil, en fait. Et donc, ensuite, vous arrivez en école. Et donc, moi, j'ai intégré HEC. Donc, j'étais très content, parce que voilà, enfin, le contrat était rempli. Vous rentrez en prépa pour intégrer la meilleure école. Donc, moi, j'étais dans la meilleure école. Et là, en fait, c'est là que le grand choc s'est produit, si vous voulez, parce que donc vous arrivez dans votre école, et puis vous passez subitement des maths, la philo, de l'histoire, etc., à, écoutez, donc vous êtes un bon élève, voilà, vous avez réussi. Donc maintenant, vous allez faire soit de la finance, soit de la compta, soit de l'audit, soit du conseil. Et donc on vous inflige des cours qui sont superficiels, qui sont ennuyeux. À côté de ces cours, donc c'est la beuverie généralisée. Hein, pour ceux qui sont en école, vous savez un peu ce que c'est. Tout le monde est à moitié sous tout le temps. Et puis entre les deux, vous avez des gens qui viennent, des anciens de l'école, qui viennent vous raconter comment est-ce que c'est génial leur métier, parce qu'ils ont 2 téléphones et qu'ils sont chez des clients qui sont super cool et puis ils sont bien payés. Et en fait, si vous voulez, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que,
on considère que vous allez rentrer un petit peu dans le moule sans trop vous poser de questions parce que finalement, voilà, vous allez occuper des postes de dominants, donc, de banquiers, de consultants, donc de gens qui vont prendre des décisions pour le collectif. Et en fait, moi, ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché parce que voilà, je pense que sociologiquement, je ne correspondais pas forcément à l'idéal type de la personne qui intègre HEC, parce que moi, je n'ai pas forcément des parents qui viennent de la grande bourgeoisie, qu'elle soit française ou marocaine. J'ai des parents fonctionnaires. Donc je ne suis pas du tout de ce milieu, de la finance, du conseil, du grand capital. Et donc il se trouve que moi, je me suis posé des questions par rapport à l'intérêt de ce qu'on faisait, par rapport au sens de la vie qu'on allait avoir en tant que banquier, en tant que consultant, en tant que comptable dans je ne sais pas quelle boîte, etc. etc. Et ça ne m'allait pas en fait de rentrer dans ce moule-là. Parce qu'il se trouve que donc, j'ai fait une courte expérience dans le conseil en sortant d'HEC. Et les deux problèmes que j'ai eus sont que d'un côté, j'avais cette impression, enfin c'était pas qu'une impression, de passer ma vie à obéir à d'autres. Donc, en fait, ma vie était cadencée, donc de 8h du matin jusqu'à 23h le soir. Elle était organisée, cadencée, rythmée, évaluée par d'autres, un peu comme à l'école. Voilà, donc vous avez des managers qui vous évaluent dès que vous respirez. Donc voilà, il faut bien se tenir, il faut faire les slides comme il faut, etc. Il faut répondre aux clients poliment, il faut vous voyer. Et à la fin, donc, on va vous évaluer, on va vous donner des notes. Puis après, il y a une moyenne. Puis après, on vous classe. Et en fait, c'est la logique infinie qui va se mettre en œuvre dans votre vie jusqu'au bout. Donc, vous êtes dans le classement, dans la compète, dans être au top, être le gagnant, etc., etc. Donc voilà, moi, si vous voulez, vivre une vie qui est tout entière régie par des rapports d'obéissance, surtout dans un pays qui n'arrête pas de dire liberté, égalité, fraternité, ça me paraissait être notoirement contradictoire. Et ça me paraissait poser un problème fondamental de sens de la vie, pour le coup. En parallèle de ça, il y avait en plus le concret de l'activité, qui était un concret que moi j'ai trouvé au mieux inutile et au pire nuisible. C'est-à-dire que moi, franchement, expliquer à la Banque Populaire, pour ne pas la citer, comment est-ce qu'elle peut réduire ses coûts en licenciant des gens, enfin, je veux dire, je me faisais une autre idée de l'excellence, vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle... Alors, les gens disent que je me suis reconverti. Moi, je dis que je me suis évadé. Donc, je me suis évadé de cette grande prison. Et en fait, voilà, moi, ma réflexion m'a assez vite poussé à me dire que le problème fondamental de notre société, de nos sociétés, qu'elles soient françaises, mais également marocaines, même si le problème se pose dans d'autres termes au Maroc, il commence à l'école. Parce qu'on est dans un pays, la France, enfin, de façon générale dans les pays occidentaux, libéraux, capitalistes, ce que vous voulez, les démocraties libérales, on est dans des pays dans lesquels la seule institution par laquelle tout le monde passe, c'est l'école. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de famille. Enfin, la famille, voilà, on connaît les transformations qu'elle a connues depuis 50 ans. Donc la seule institution que nous avons tous en commun, pour le coup, les Français, ou les Espagnols, ou les Italiens, ou les Américains, c'est l'institution scolaire. Et donc je me suis assez vite posé la question du lien qu'il pouvait y avoir entre cette institution scolaire et le fonctionnement de nos sociétés. Et l'échec civilisationnel en fait, dont nous avons la responsabilité. Parce que voilà, je pense que vous avez tous conscience aujourd'hui du caractère urgent de l'évolution écologique. Alors, on est en train de vivre quand même une époque, donc l'Anthropocène, dont on sait très bien qu'elle va mener la planète à sa perte. On connaît tous les dégâts qu'on a causés aussi aux sociétés. Un peu partout dans le monde, on voit bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, j'étais à une manif il y a une demi-heure, je dois y retourner après. Et voilà, je suis plutôt bien placé pour être conscient de tous les dégâts qu'on a infligés aux services publics, qu'on a infligés à notre nature, qu'on a infligés aux migrants, qu'on inflige aux minorités opprimées, etc., etc. Et donc je me suis dit qu'il devait forcément y avoir un lien entre cette école massifiée, industrielle, et le fonctionnement de nos sociétés, profondément malsain. Et donc je me suis dit que ça serait sympa d'essayer de construire une école qui fonctionnerait autrement. Et c'est ce qui m'a poussé, il y a maintenant 2 ans et demi, non, pardon, oui, non, 2 ans, à me lancer dans un projet de construction d'une école qui est dans le 19e arrondissement et qui s'appelle l'École démocratique de Paris. Alors, comme son nom l'indique, elle est à Paris. Et donc, c'est une école qui a un fonctionnement qui est quand même sensiblement différent de celui qu'on a tous connu à l'école. Donc, c'est un établissement où il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de rythme scolaire, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de classe d'âge et il n'y a pas de notes, pas d'évaluation. Donc, à la place de tout ça, on a un fonctionnement qui repose sur 2 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». L'idée, c'était de donner toute sa cohérence à cet article 1
en ayant un fonctionnement qui reconnaisse aux enfants le statut de personne à part entière. Ce qui ne va pas de soi aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que les enfants, il est notoire, hein, surtout dans un pays comme le nôtre au Maroc, qu'ils ne décident de rien. On décide pour eux parce qu'on sait ce qui est bon pour eux. Mais comme l'avait très bien dit Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Et donc voilà, moi mon constat c'est justement que ce qu'il nous fallait c'est précisément avoir des enfants à qui on laisse la possibilité de décider, d'être souverain sur leur existence. C'est la première étape, je pense, pour avoir des sociétés qui collectivement fonctionnent de manière épanouie, qui laissent leur place à tout le monde et dans lesquelles il n'y ait pas de vie gâchée. Et donc c'est une école dans laquelle les adultes et les enfants sont considérés comme des égaux en droit. Donc les enfants et les adultes décident de tout ensemble. Donc on change le règlement intérieur ensemble, on définit les budgets ensemble, on recrute ensemble, éventuellement on exclut ensemble, mais toutes les décisions se prennent collectivement et démocratiquement, sur la base du principe fondamental, une personne, une voix, quel que soit son âge. Donc Alice, elle a 4 ans et demi, sa voix vaut la mienne, qui en est bientôt 30, vous voyez. Donc le fonctionnement, c'est que les personnes sont strictement égales en droit. Première des choses. Et le corollaire de ça, qui va donner le deuxième pilier de fonctionnement de l'école, c'est la notion de liberté. Liberté octroyée aux enfants de définir eux-mêmes leur parcours d'apprentissage. Donc en fait, les enfants chez nous, ils sont totalement libres de définir leur parcours en fonction de leurs besoins, de leur centre d'intérêt, de leur motivation, de leur passion, de leur rythme. L'idée étant qu'un individu arrive au monde naturellement apprenant. Enfin, il est notoire que nous avons tous appris à parler, à marcher, à manger sans être passé par des cours. Enfin, on ne s'est pas encore mis en tête de prendre des cours de soutien pour apprendre à parler. Vous voyez, on arrive à l'école, on sait déjà parler. On maîtrise la syntaxe, la logique, la concordance des temps, etc., etc. Et donc l'idée, si vous voulez, c'était de se dire qu'il n'y a pas de raison que ce qui est vrai jusqu'à 3 ans ne le soit plus après. Donc nous, ce qu'on considère, c'est que les enfants sont animés par un élan vital d'apprentissage qui continue après 3 ans. Et il se trouve que malheureusement, enfin je pense, cet élan vital, cette créativité, cette intelligence, cette merveille que sont les enfants, hein, est éteint par le système scolaire dans lequel, vous voyez, on est assez rapidement intégré dans un moule où il faut obéir aux profs. D'ailleurs, on le dit très bien. Quand vous arrivez en maternelle, on vous explique que les enfants sont là pour qu'on en fasse des élèves. Quand on veut faire des enfants des élèves, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'organiser leur gouvernabilité, leur docilité. Et précisément, c'est de ça qu'on voulait sortir, parce que nous, ce qu'on estime, c'est qu'un enfant laissé libre dans l'apprentissage est un enfant qui sera infiniment plus utile et efficace pour la société. Un enfant qui sera capable de s'emparer des sujets collectifs, des défis sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés, etc., etc. Donc les enfants sont totalement libres d'apprendre ce qu'ils veulent à leur rythme, en fonction de leur centre d'intérêt, de leur motivation, de leur passion. Et donc ce qui est aussi important, si vous voulez, c'est qu'à côté de cette liberté et de l'égalité entre les enfants et les adultes, nous avons un fonctionnement dans lequel les enfants ont tous les âges. Donc il y a des enfants qui ont 4 ans, d'autres qui en ont 10, d'autres qui en ont 18. Et à côté de ça, il y a des adultes. Donc on a une joyeuse tribu de 55 personnes maintenant, qui fonctionne donc avec les principes fondamentaux de la démocratie participative. Et c'est quand même extraordinaire de voir comment est-ce que le renversement des paradigmes traditionnels de l'éducation redonne aux enfants le goût de vivre. J'ai vu des centaines de familles passer me voir pour témoigner de leur expérience à l'école traditionnelle et pour m'expliquer leur souffrance à l'école. J'ai entendu un nombre infini de fois que l'école était vécue comme une prison. D'ailleurs, Gilles Deleuze l'avait très bien dit. En fait, notre société, elle fonctionne comme... c'est une succession de lieux d'enfermement. Vous voyez, vous passez de l'école à l'entreprise, donc l'usine, en passant par l'hôpital. Enfin, je veux dire, la gouvernabilité de nos sociétés, elle est organisée autour des lieux d'enfermement. Et l'école est le lieu d'enfermement princeps, vous voyez. C'est celui par lequel on passe tous. Et le fait de libérer les enfants de ce carcan, ça vous donne des choses qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont heureux de se réveiller le matin pour venir à l'école, qu'on a du mal à mettre dehors le soir, vous voyez. Je veux dire, les enfants sont à l'école jusqu'à 19h, 19h30, 20h, parfois jusqu'à 21h. Je reçois des messages des parents qui me disent hier, mon enfant il est rentré à 22h, est-ce que vous pouvez l'obliger à partir le soir, vous voyez. C'est pas comme ça que ça marche à l'école, hein. On est tous sur nos montres, on regarde, et puis on veut se barrer parce qu'on en a marre, ce qui peut se comprendre. Mais donc voilà, en fait, moi ce que je voulais bien vous faire comprendre, c'est que on n'en a pas fini avec l'interrogation sur l'école, et il ne suffit pas d'appeler de manière incantatoire à la construction des écoles, parce qu'il faut aussi prendre conscience du fait que l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, donc ces troupeaux d'enfants, 30 enfants, rangés par date de fabrication, auxquels on va infliger toute une série de cours qui doivent ingurgiter et régurgiter sous la forme qui convient aux profs, c'est pas forcément
l'idée qu'on se fait d'une société épanouie. Et c'est, je pense, fondamentalement, ce qui explique notre société malsaine, de concurrence de chacun contre tous, de compétition généralisée, de passivité, d'irresponsabilité, vous voyez. Et je pense qu'on tient là un élément qui est fondamental. Et la conclusion que j'en retire, c'est que fondamentalement, il faudrait vraiment que tous ici, on se réapproprie à nouveau frais la question de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut pour nous et qu'est-ce qu'on veut pour la société ? Au-delà de rentrer dans les cases de la réussite sociale, économique, etc., etc., qu'est-ce qu'on veut construire concrètement, hein, en tant qu'individu et en tant que société ? Et je pense que la question de l'école, elle est fondamentale à prendre en compte si on veut répondre à cette question d'une façon qui soit cohérente et qui soit surtout pérenne pour les futures générations. Voilà. Du coup, on n'a pas eu la photo. Je voulais vous montrer une photo. Non, on l'a pas. On l'a pas. Désolé. Je l'enverrai aux gens intéressés. C'est une belle photo de classe. On voit tous les enfants de 8 à 20 ans. Voilà.